John Tolan, vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Nantes, vous êtes l'auteur de Sarrazin, de Le Saint chez le Sultan, vous avez participé chez Albin Michel à l'histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, ainsi qu'à l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Vous publierez à la rentrée Mahomet l'Européen, sous-titre « Histoire des représentations du prophète en Occident ». Je me suis demandé pourquoi vous avez choisi la figure de Mahomet pour finalement nous faire comprendre comment l'Europe s'est définie et se définit peut-être encore par rapport au reste du monde. Absolument. Je présente la figure du prophète en tant que miroir, en quelque sorte, dans lequel les Européens se sont regardés depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Et on peut prendre un petit exemple, celui que je prends pour mon introduction. En 1808, Napoléon est en Allemagne, à Erfurt. Il rencontre un jeune poète, Goethe. Goethe était un grand admirateur de Napoléon. D'ailleurs, quand il avait 2 ans auparavant, il avait décrit Napoléon comme « der Mahomet der Welt », le Mahomet du monde, qui pour lui est une manière d'exprimer son admiration pour ce grand héros. Et quand les deux hommes se rencontrent, ils parlent évidemment de politique, de guerre, aussi de littérature, et Napoléon d'apprendre que Goethe avait traduit en allemand la fameuse pièce de Voltaire, Mahomet et le fanatisme. Et Napoléon de s'offusquer, peut dire c'est une très mauvaise pièce, parce que Voltaire avait pris cet homme, grand homme, Mahomet, qui avait changé le cours de l'histoire, et a fait de lui un petit criminel digne au plus du gibet. Mais ce n'est pas étonnant, conclut Bonaparte, parce que Voltaire était un petit esprit qui ne comprenait pas les grands hommes. Alors on y reviendra à Voltaire, parce qu'il a singulièrement changé d'avis sur Mahomet en cours de route. Mais c'est vrai que Mahomet a souvent été représenté de façon très, très polémique, en tout cas entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle. Absolument. Au Moyen-Âge, évidemment, et là c'est le travail que j'avais déjà fait dans mon livre Les Sarrasins, il y a une construction polémique sur l'islam. Évidemment, les auteurs chrétiens qui essaient de comprendre l'islam vont soit le représenter comme une espèce d'idolâtrie, de paganisme, et en faire de Mahomet un des dieux adorés par ces Sarrasins, soit d'en faire une hérésie, donc une version déviante et légitime du christianisme. Et donc, dans ce cas-là, on fait de Mahomet un imposteur, un hérésiarque. Il y a un bon exemple, hein, on vient de voir défiler sur l'écran et sur Facebook Live la couverture de votre livre qui est là. C'est un bon exemple de comment on décrit Mahomet à ce moment-là. Oui, absolument. Donc, c'est un lumineur du XVe siècle qui est dans un Ils vont me bénir en régie, mais si on peut avoir la couverture, ce serait génial. Qui donc illustre un ouvrage de Boccace, donc une traduction française des vies des hommes célèbres. Et là, on voit effectivement sur la couverture Mahomet qui prêche donc à un public et qui a une colombe perchée sur son épaule, qui parle visiblement dans son oreille. Et en fait, l'histoire dans ce texte raconte que Mahomet aurait dressé une colombe pour manger des graines dans son oreille. Il fait semblant, donc ensuite il va dire que c'est le Saint-Esprit, ou dans d'autres versions c'est l'ange Gabriel qui vient lui révéler quelque chose. Et ensuite il y a cet taureau qui vient avec un livre, le Coran, sur ses cornes, et c'est comme ça qu'il prétend que c'est un livre envoyé de manière miraculeuse. Et ce qui est intéressant dans cette image, on voit cette volonté de dénigrer Mahomet, mais en même temps, on reprend les codes, les symboles qui sont centraux au christianisme. Donc, Mahomet est un charlatan, c'est un faux prêcheur, mais il est quand même proche de nous. Il y a ces symboles du christianisme qui évidemment sont étrangers à l'histoire du prophète Mohammed et de l'islam, mais qu'on va réapproprier pour essayer d'expliquer Mahomet comme quelqu'un qui est comme nous, mais
de mauvais côté. Oui. Alors ça va changer radicalement à partir du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui fait que finalement, à partir du XVIIe siècle, les auteurs européens érigent pratiquement Mahomet en réformateur? Oui, bon, cette image négative va continuer, mais ensuite on va faire, un certain nombre d'auteurs vont faire de Mahomet un héros anticlérical. Notamment, c'est Henry Stubb, un auteur anglais républicain anti-royaliste, qui va présenter, dresser en 1670, le premier un portrait de Mahomet comme un grand réformateur qui avait compris que le christianisme était corrompu par le culte des saints, par des rites inutiles. Il voulait réinstaurer une relation directe entre le croyant et Dieu. Donc, il a aboli tous ces privilèges des clercs. Et donc, c'est un modèle pour Stubb, pour les souverains anglais et d'autres souverains européens qui devraient abolir le pouvoir des clercs de l'Église anglicane pour lui. Et ensuite, au XVIIIe siècle, on voit cette même image adoptée par un nombre d'auteurs sur le continent. Henri de Boulainvier en 1730, avec un vie de Mahomet, vraiment dans la même image d'un grand réformateur anticlérical. Et même Voltaire, comme vous avez dit, il change Exactement, d'idée. il change complètement d'avis. Complètement dans son histoire universelle, donc essai sur les mœurs des nations, il fait effectivement de Mahomet un grand réformateur, beaucoup plus proche du christianisme primitif qui ne serait l'Église catholique du XVIIIe siècle. Mais globalement, Mahomet fait l'admiration de nombreux poètes, hein, Goethe, Lamartine. On a vu que Voltaire se convertissait aussi. Oui, tout à fait. Au XIXe siècle, il y a le culte de grands héros, de grands hommes, et qu'on voit chez Lamartine, chez Thomas Carlyle, chez Goethe, cette idée d'une grande figure historique. On les compare maintenant, c'est aussi cet effort de universaliser l'histoire, en quelque sorte de provincialiser l'Europe. On va aller chercher d'autres figures, Mahomet, mais aussi Confucius, Zarathustra, etc., et dresser les portraits de ces grandes figures historiques. Et Mahomet devient donc une de ces grandes figures universelles avant de venir au moment à la fois de nationalisme et des colonisations, de devenir une figure nationale, un héros et un législateur pour les Arabes, mais en quelque sorte, on va relativiser l'apport universel de son message. On a le sentiment, et vous l'expliquez, qu'aujourd'hui, les différences entre les représentations musulmanes et les représentations européennes de Mahomet, du prophète, ont tendance à s'estomper, à s'égaliser d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on l'explique? Oui, en même temps qu'elle se diversifie, mais évidemment, bon, jusqu'au XIXe siècle, grosso modo, on peut dire qu'il y avait deux courants. Il y a un courant de érudition musulmane, souvent pieuse, évidemment, sur le prophète. Il y avait un autre courant européen, chrétien d'abord et hostile, et ensuite ça se diversifie, comme on a vu, à partir du XVIIe siècle. Mais avec la colonisation au XIXe siècle, évidemment, les colonisés vont commencer à lire les ouvrages des orientalistes en français, en anglais, dans d'autres langues, vont répondre. Et au XXe siècle, avec la mondialisation, maintenant, il y a des ouvrages qui sont faits par des musulmans américains, par des Tunisiens qui ont vécu en France et par des Pakistanais habitant l'Angleterre, etc. Donc, on ne peut plus séparer et dire qu'il y a une vision occidentale du prophète et une version musulmane. Les deux se confondent. Les débats, évidemment, continuent. Mais, bon, on avait parlé tout à l'heure des figures des apôtres, de cette fabulation à partir des figures des apôtres. Ouais. On a vu aussi avec les figures de Jésus. Pour le prophète Mohammed, c'est aussi des portraits aussi divers, aussi riches, aussi divergents que pour les grandes figures du christianisme. Alors, à partir de ce rapprochement des perceptions
des représentations européennes et musulmanes. Est-ce que ça explique la réaction extrêmement vive au moment des caricatures, par exemple? Est-ce que le fait qu'on ait atténué les différences fait que quand on sort de la norme, la réaction est encore plus forte? Peut-être il y a, on ne va pas faire un cours sur la question des caricatures, parce qu'évidemment beaucoup de choses ont été dites. Bon, j'évoque ce sujet évidemment dans l'introduction, dans la conclusion. Clairement, on a dans un monde globalisé où ces choses, quand on publie des choses en Danemark, on peut le savoir au Pakistan. Donc là aussi, ça a surpris, ça a choqué les gens parce qu'on n'attendait pas cela. Mais je pense que, bon, j'essaie dans la conclusion de dire qu'est-ce qu'on peut tirer de ce livre, à la fois du point de vue d'un lecteur français lambda qui ne serait pas musulman. Qu'est-ce que ça veut dire sur la centralité? On dit souvent aujourd'hui que l'islam est quelque chose d'étranger à l'Europe. Pour moi, l'islam a toujours été central parce que, bon, d'abord, physiquement, les musulmans sont présents en Europe depuis 711 et ensuite, dans l'esprit, dans les débats intellectuels, l'islam est présent depuis le XIIe siècle au minimum. Ensuite, pour le lecteur musulman, je pense que c'est important de dire que les images que les Européens ont de l'islam et du prophète ne sont pas toujours négatives. Ce n'est pas qu'une histoire d'orientalisme qui dénigre l'islam, et aussi ça nous pose des questions. Il y a des images extrêmement positives qu'un musulman ne reconnaîtrait pas comme le prophète Mohammed, mais qui ont un impact fort dans la culture européenne. Mahomet l'Européen, histoire des représentations du prophète en Occident. Merci infiniment, John Toland. Merci.